Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Hamdouni, médecin généraliste marocaine à Boucheton. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de poursuivre notre discussion par rapport à l'asthme. On va essayer de comprendre quelles sont les erreurs commises par les gens et par les malades et par les membres de leur famille. Donc, vous devez toujours garder dans l'esprit, comme ce qu'on a expliqué l'autre fois, que l'asthme, c'est plusieurs problèmes qui doivent être traités et puis d'abord qui doivent être analysés et diagnostiqués et surtout mis en évidence. Ok, donc dans l'asthme, on a de l'inflammation, on a de l'allergie et puis on a une bronchoconstriction, c'est-à-dire une diminution du calibre, si vous voulez, des bronches. Voilà pourquoi vous avez ce qu'on appelle une dyspnée expiratoire. Donc dyspnée, c'est-à-dire que tu as du mal à respirer. D'accord ? Bonjour Sidi, nous avons une dyspnée inspiratoire, c'est-à-dire que tu as du mal à faire entrer l'air dans tes poumons. Donc une inspiration difficile, pénible, douloureuse. Et puis on peut avoir une dyspnée expiratoire, c'est-à-dire que c'est trop difficile pour toi, c'est trop pénible, ça fait mal de pouvoir extérioriser l'air que tu as dans les poumons. Et des fois, on peut avoir une dyspnée inspiratoire et expiratoire. Donc c'est très important de bien décrire et de bien écouter ce que le patient dit. Par exemple, des fois, on a des bruits, on appelle ça des râles. On a des bruits qui sont audibles avant même de mettre le stéthoscope. Donc, ce que le patient rapporte, ou des fois ce que le partenaire rapporte, ou quelqu'un de la famille. Par exemple, si tu ronfles le soir, automatiquement, quand on dort, on ne sait pas qu'on ronfle. Mais ronfler le soir, cela veut dire, ou la nuit, ou durant le sommeil, parce qu'il y a des gens, on peut ronfler même durant... Merci beaucoup. On peut ronfler durant le sommeil diurne, c'est-à-dire durant la journée, tu dors et puis tu peux ronfler. Alors si tu ronfles durant le sommeil, donc automatiquement on aura besoin d'interroger une autre personne, autre que toi. Pourquoi ? Parce que toi tu n'étais pas présent et il te manque plusieurs informations. Donc soit tu demandes à ton partenaire ou aux gens qui vivent avec toi de te décrire exactement comment ça se passe et puis tu peux communiquer ça avec ton médecin, soit c'est le partenaire qui t'accompagne et le médecin il peut très bien poser des questions tranquillement, soit que tu n'étais pas au courant de tout ça, tu n'avais aucune idée sur l'importance de l'interrogatoire du partenaire, donc à ce moment-là tu fais la consultation, il y a le médecin qui va poser des questions et c'est pas grave si tu n'as pas de réponse, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut noter les questions posées par le médecin et lui promettre de lui communiquer ultérieurement, c'est-à-dire le jour du contrôle. Je ne sais pas comment votre médecin travaille, mais chez nous au Maroc, on a le jour de la consultation et puis quand on demande quelque chose, un examen complémentaire, des analyses, des bilans, un scanner, une radio, quelque chose comme ça, ou uniquement pour avoir une idée sur l'évolution de l'état de notre patient, on fait ce qu'on appelle un contrôle. C'est-à-dire que tu reviens, tu ne payes pas la visite. Pourquoi ? Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien pour avoir une idée sur le résultat des bilans. Très bien. Donc à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un interrogatoire complet. C'est-à-dire le médecin, il sait très bien comment tu ronfles. Est-ce que tu siffles ? Est-ce que tu as un sifflement ? Ou bien est-ce que tu as un autre bruit ? D'accord ? Quand tu as une dyspnée inspiratoire, c'est-à-dire une difficulté à inspirer, à faire entrer l'air dans tes poumons, alors à ce moment-là, par exemple, on va parler de la dyspnée laryngée. Donc le patient, il va décrire et préciser l'endroit exactement de son système pulmonaire, de son système pulmonaire qui lui fait mal. Par exemple, quand tu n'arrives pas à extérioriser, je vais bien décrire quelques signes, comme ça je vais vous encourager à prêter une grande attention à quoi ? À ce que vous arrivez, ce que vous sentez, ce que vous éprouvez comme sensation, c'est très important. Peut-on guérir de l'asthme ?
On ne peut pas répondre à cette question d'une façon absolue. C'est cas par cas. Mais le traitement, le vrai traitement de l'asthme, c'est traiter sa cause. D'accord? On va traiter cette question parce qu'elle est très pertinente. Alors maintenant, on va un peu s'attarder sur un point très important. Qu'est-ce que tu ressens? Ok? Il faut bien décrire les sensations ressenties par ton corps. Et des fois, il y a des gens qui supportent, qui tolèrent, et ils ont une douleur, mais tellement ils tolèrent la douleur que on s'en rend même pas compte qu'on a une douleur, d'accord? Par exemple, tu peux très bien avoir un globe vésical, c'est-à-dire de l'urine qui est retenue dans ta vessie, et pourtant tu n'as aucune sensation d'impériosité, tu n'as aucune sensation de besoin de faire une iction, de besoin d'uriner, tu n'as rien. Alors qu'une autre personne à ta place, elle allait s'éclater, elle allait pleurer pour pouvoir partir aux toilettes. D'accord? Donc, est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que tu as appris à t'exprimer? Alors là, je vais vous étonner parce qu'il y a une relation entre l'éducation et la qualité de l'interrogatoire ou la qualité de la consultation. Parce qu'en médecine, il faut toujours garder dans l'esprit que le médecin n'est pas un dieu. Donc c'est toi qui fournis toutes les datas et toutes les informations nécessaires pour aider le médecin à poser le bon diagnostic et puis à mener la bonne conduite à tenir. Quelle est la relation entre l'éducation, entre la personnalité et la qualité de l'interrogatoire? Il y a des gens qui ont appris à s'exprimer. Il y a des gens qui étaient ce qu'on appelle des enfants invisibles. Alors si tu as été un enfant invisible, c'est-à-dire quoi un enfant invisible? C'est-à-dire que bon, c'est très subjectif parce que tu peux ne pas être invisible, mais pour toi, quand tu étais enfant, tu avais l'impression que tu étais invisible, que tu n'étais pas important, que tu passais inaperçu, tu devais absolument faire quelque chose, tu devais absolument faire un effort pour que tu sois aperçu de la part des gens les plus importants dans ta vie, c'est-à-dire les parents, les enseignants et tout. Donc si tu étais de ce genre, si on ne t'écoutait pas, c'est-à-dire un enfant vraiment invisible et qu'on n'écoute pas. Donc à ce moment-là, tu ne vas pas bien t'épanouir sur le plan expressif, si vous voulez. Tu ne vas pas être vraiment merveilleux en matière de s'exprimer. Pourquoi? Parce que cette option, pour toi, elle est étrangère, ça ne sert à rien. Et tu vas même perdre de la confiance, une partie de la confiance en toi, parce que tu vas te dire, c'est quoi la confiance en soi dans ce point-là? C'est que tu vas te dire, même si je parle, ça ne va pas donner des résultats. Donc, je ne le ferai pas. Écoutez, il faut toujours garder dans la tête que la confiance en soi retentit intensément sur notre état de santé. Par exemple, chez une personne déprimée, les déprimés n'ont pas tous ce problème de procrastination. Alors, la procrastination, des fois, elle est liée en partie à la confiance en soi. Genre, tu te dis, même si je ferai un effort, jamais j'aurai une chambre où tout est en ordre. D'accord? Jamais j'aurai une chambre où tout est clean. Jamais j'aurai une chambre où je ne mérite pas avoir une chambre pareille. Ok? Tu crois pas au résultat. Il y a donc quand toi tu crois pas au résultat, tu n'es pas assez confiant en toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais rien. Ce n'est pas de la peur, non, ce n'est pas une zone de confort qui est rétrécie, non. Il faut même comprendre, bonjour docteur, bonjour Lala, c'est ça. Il faut comprendre que si tu ne tentes pas de faire quelque chose, cela ne veut pas dire que tu es peureux, non. Peut-être que tu as une idée qui n'est pas vraie, une idée qui est fixe, une idée qui est très forte, qui est difficile à changer. C'est quoi? C'est que je n'arriverai pas. On a tous vécu ça quand on était petit, quand on n'avait pas assez de confiance en soi, mais plus on grandit, plus on comprend que si tu travailles, tu vas mériter, et si tu travailles, tu vas changer les choses. Et si tu continues à commettre la même erreur ou à adopter la même stratégie, bien sûr, tu n'auras jamais de résultats différents. D'accord? C'est très important de comprendre ce que je dis. Alors, revenons maintenant à nos moutons. Pourquoi tu ne t'exprimes pas? Pourquoi vous avez du mal à vous exprimer? Donc,
Peut-être que vous vous êtes habitué à ne pas le faire, d'accord? Donc il y a une composante d'habitude, ok? Peut-être que tu as dans ta tête, les choses sont bien claires, tu n'as pas de confiance en toi. C'est comme si tu t'es jugé d'avance que tu vas pas être compris, ok? Mon Dieu, cette machine, on dirait un appel à la guerre. Alors, pourquoi tu t'exprimes pas face au médecin? Est-ce que tu as peur de lui? Est-ce que tu crois que tu as déjà une idée préétablie comme quoi, et je connais très bien les conséquences, je sais que je ne vais pas être compris parce que tu as appris depuis ton jeune âge à ne pas être compris. Bonjour docteur, merci pour cela. Je vous en prie les lèvres, c'est gentil. Donc peut-être que tu te dis que le résultat va sûrement être négatif. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas tenter. Alors quand on traite le sujet de la zone de confort ou la procrastination, rappelez-vous toujours de ça. Très bien. Maintenant, on va revenir à tout ce qui est physique, c'est-à-dire l'asthme. Pourquoi je dois m'exprimer? Parce qu'il y a de tout petits détails que si on s'acharne à les détailler, à les analyser, à les étayer vraiment, on aura des résultats spectaculaires. Par exemple, on va faire une petite comparaison entre une crise d'asthme et une crise d'OAP, œdème aigu des poumons, ou œdème pulmonaire aigu. Alors, non, actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu as du mal à respirer, tu as une crise d'asthme, tu as des sifflements, on est toujours responsable de nos actes, oui. Alors, tu as du mal à respirer, ok? Tu as une symptomatologie d'asthme, tu n'arrives pas à exprimer, tu vas mourir, toi tu crois que tu vas mourir. Donc il y a même un stress supplémentaire, une anxiété, même une angoisse. Et l'angoisse de l'embolie pulmonaire, ça peut ressembler à un autre type d'angoisse. Donc toi tu sais même pas qu'est-ce que tu as. Tu as la gêne qui est là, elle est physique, d'accord? Elle est là, vous arrivez à toucher ça, c'est concret. Et vous avez une composante qui est psychique, qui est la peur de mourir, l'angoisse, l'anxiété. Et puis, vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce que vous avez. Parce que c'est une expérience qui est très pénible, sur le plan physique concret et sur le plan psychique. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des compétences, des skills, si vous voulez, antérieurement, qui sont comment dois-je apprendre à m'exprimer. C'est-à-dire je dois avoir cette habilité et puis cette facilité, surtout, parce que quand les choses sont urgentes, on travaille toujours avec le réflexe. Donc si tu t'es habitué à dire tout ce que tu as dans le cœur, le jour de la consultation en urgence, tu vas aider ton médecin. Très bien. Alors, quelle est la différence entre l'asthme et l'OAP, ou asthme et œdème aigu pulmonaire? Dans la crise d'asthme, tu as de l'inflammation. Tu as des bronches qui sont fermées, qui sont bouchées, qui sont obstruées et en plus ils sont rétrécis. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer les voies. Alors là, je vais vous donner quelques techniques. Vous allez devenir des médecins aujourd'hui. Quelques techniques. Si tu as un nez encombré, un nez vraiment congestionné, un nez qui est fermé, qui est bouché, je pense que c'est pas très intelligent de mettre un masque à nébulisation. Pourquoi? Parce que oui, je vais te donner un traitement, je vais te donner un bronchodilatateur pour dilater les bronches. Oui, je vais te passer des pressions et un débit optimal d'oxygène. Mais est-ce que l'oxygène peut traverser, si vous voulez, les voies aériennes supérieures? Le nasopharynx, c'est beaucoup de choses. Tu as un nez bouché et moi je vais te coller un masque pour te passer de l'oxygène, mais l'oxygène ne peut pas vaincre cet obstacle. Tu as un obstacle. Alors à ce moment-là, on doit faire très attention à ton état de vigilance
Est-ce que tu es comateux? Est-ce que tu es omnibulé? Est-ce que tu es un enfant qui a une bronchiolite? Est-ce que tu es un enfant qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il a? Donc les enfants doivent apprendre à parler. Et les enfants punis ne pourront jamais parler. C'est-à-dire quand tu as le nez bouché, tu dois dire au docteur, j'ai le nez qui est bouché. J'ai un nez qui est fermé. J'ai un nez qui est vraiment obstrué. Ok? Mais si tu me dis pas ça, et si moi j'arrive pas à mettre ce diagnostic, alors à ce moment-là, je ne vais pas t'être utile. Donc ça, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent de nébuliser un petit qui a une crise d'asthme et qui n'arrive pas à s'exprimer pour te dire que j'ai un nez qui est bouché. D'accord? Premièrement, je dois avoir une idée sur le nez. Si tu as une crise d'asthme, ça peut se résoudre, je dirais pas facilement, parce qu'on ne doit pas juger les choses avant d'expérimenter les choses. Mais en général, on peut aider le patient à surmonter cette crise et à guérir tranquillement en travaillant ou en agissant sur le problème. Tu as une diminution du calibre. Je vais te donner un bronchodilatateur, il va dilater les bronches. Même si j'ai dilaté les bronches, j'ai une réaction inflammatoire. J'ai du liquide. Pourquoi? Parce que nous, on a ce qu'on appelle un tapis mucociliaire, c'est-à-dire du mucus, quelque chose qui est très visqueux, comme de la colle, et qui est sécrété davantage lorsque ce tapis est irrité par un allergène, ce qu'on appelle un allergène, c'est-à-dire un corps qui est étranger, qui vient pour t'irriter, pour te provoquer. C'est comme si quelqu'un qui vient t'insulter ou te cracher dessus, et puis tu es irrité. Donc c'est la même chose. Tu es asthmatique, tu as de l'asthme, tu as de l'allergie, tu es allergique contre quelque chose. Alors quand cette chose est introduite, que ce soit par voie inhalée ou même par voie digestive, je parle des gens qui ont de l'allergie contre les fruits secs, certains fruits et tout, ou certains types de poissons. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as irrité cette muqueuse, elle va sécréter du mucus. Pourquoi? Pour piéger l'allergène. C'est parce que c'est une bataille. C'est comme des astuces que tu adoptes contre un ennemi. Okay? L'ennemi, c'est l'allergène, c'est la substance contre laquelle tu es allergique, ok, ou à laquelle tu es allergique. Et puis, tu dois préparer une astuce pour pouvoir vaincre tout ça. L'asthme est une affection dans laquelle les voies respiratoires se rétrécissent et gonflent et peuvent produire un excès de mucus. Cela peut rendre la respiration difficile et entraîner de la toux, une respiration sifflante lors de l'expiration et un essoufflement. Oui. Alors, là, pourquoi il y a du mucus? Parce que c'est un piège. C'est une astuce très intelligente parce que notre corps est très intelligent. Il veut piéger. D'accord? C'est comme si tu veux piéger des insectes, c'est comme si tu veux piéger de la poussière, ok? Donc tu mets quelque chose de très visqueux, de très collant, très adhésif. Pourquoi? Elle va pour piéger. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a, comme on l'a dit, on a un tapis mucociliaire, donc tu as des cils. C'est comme si tu vas balayer vers l'extérieur, ok? Alors maintenant, c'est quoi le problème? Alors comment un tabagique peut développer un cancer, par exemple, ou peut développer un problème pulmonaire assez sérieux, c'est que quand tu as de la sécrétion du mucus, après on doit balayer, on doit laver. J'ai mis de la colle, ok? La colle a piégé les allergènes, les ennemis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer et la colle et les ennemis. D'accord? Mais quand ton balai n'arrive pas à balayer, par exemple chez les tabagiques, Cécile devient paralysée, si vous voulez, devient paresseux et par la suite paralysé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu auras une fixation des allergènes sur le mucus, une hypersécrétion du mucus, une inflammation. Pourquoi une inflammation? Parce que tu fais toujours face aux ennemis, donc le système immunitaire va commencer ses défenses. Okay? C'est comme si tu as une guerre. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les cils n'arrivent pas à balayer ça vers le haut et extérioriser.
D'accord? Bonjour. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras toujours un contact entre ta muqueuse et toute, toutes ces substances, c'est-à-dire l'allergène, le mucus, beaucoup de choses. D'accord? Je ne comprends pas votre français, monsieur. Alors, à ce moment-là, donc la mise en contact de la muqueuse avec le mucus sécrété et qui a été modifié, parce que son propre mucus a été modifié. Il a été contaminé par les allergènes, il a été contaminé par les virus, il a été contaminé par autre chose, je ne sais pas, ok? Donc, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu auras de l'inflammation supplémentaire. Donc, premièrement, tu avais de l'inflammation face à un allergène. Deuxièmement, le corps va répondre à cet allergène et à cet ennemi. Il va sécréter une substance qui s'appelle le mucus. Et cette substance va vraiment être contaminée par d'autres structures, d'autres organismes et micro-organismes. Okay, et la mise en contact entre ta muqueuse et ce mucus qui est devenu sale va irriter davantage, donc tu auras une autre inflammation. Et les cils, quand ils sont paralysés ou quand ils sont vraiment dépassés, ils n'arrivent pas à mobiliser ce que tu as vers l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'un médecin pourra comprendre tout ça, rien qu'en se basant sur l'interrogatoire? Eh bien, à travers ce qu'on appelle la sémiologie. Alors la sémiologie, c'est quoi? La sémiologie, c'est l'intelligence de la médecine. D'accord? La sémiologie, c'est-à-dire que tu es en train de me raconter ce qui s'est passé, et moi je peux très bien avoir une idée sur qu'est-ce qui se passe exactement. Par exemple, je me rappelle très bien d'un professeur de neurologie. Donc, une fois il fait l'examen clinique, une fois il demande au patient qu'est-ce qu'il a, il peut très bien nous dire voici ce qu'on va trouver dans la TDM. Et vraiment, on avait l'habitude de trouver exactement ce qu'il a dit. Il décrit la TDM avant même sa réalisation. Alors ça, c'est fort. Ça, c'est le summum de la médecine, c'est le top. Ok? Alors, nous, les étudiants en médecine, parce qu'on restera toujours des étudiants, cela a été dit même par des professeurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit continuer à faire un grand effort pour interroger, pour écouter et pour apprendre des patients. C'est-à-dire, comment puis-je savoir que tu as de l'inflammation? Tu as une douleur, tu as une dyspnée. Alors des fois, on a le patient qui nous dit, la personne asthmatique qui nous dit, j'ai du mal à tousser. J'ai quelque chose dans le thorax, j'ai quelque chose dans les manches, j'ai quelque chose vraiment dans le thorax, mais j'arrive pas à l'extérioriser et puis ça fait mal, ça fait trop mal. D'accord? Donc, pourquoi tu as mal? Parce qu'il y a quelque chose qui te fait mal. Alors, cette chose doit être mise en évidence. D'accord? Alors, des fois, le patient te dit, docteur, j'ai une toux sèche nocturne, ok, et chronique. Alors, toute toux nocturne chronique est un asthme jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce que le soir, tu auras une irritation plus importante due au changement de la température et beaucoup de choses. Et puis, l'endroit où tu dors, alors là, il y a une information très importante à partager, c'est l'endroit où tu passes la nuit, l'endroit où tu dors, vraiment, ça doit être vraiment choisi avec soin. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit, tu es asthmatique ou tu es allergique, tu n'as pas le droit de passer la nuit dans une pièce qui n'est pas ensoleillée. C'est le soleil, c'est la lumière, ok? Ce sont les rayons solaires qui vont pouvoir t'aider à éliminer plusieurs micro-organismes qui sont responsables d'une inflammation supplémentaire. D'accord? Deuxièmement, tu dois prendre soin de la couverture de tes oreillers. Les nettoyer, les ensoleiller, beaucoup de choses. D'accord?
Troisièmement, pour les tapis et tout, vraiment, il faut discuter ça avec son médecin parce qu'il y a des tapis qui sont pas trop hygiéniques si vous voulez, qui retiennent de la poussière. Et si tu as un problème de poussière et tu n'as pas un aspirateur et tu n'as pas un bon entretien des choses, donc peut-être que tu vas aggraver ou tu vas augmenter la fréquence de tes crises. Parce que la fréquence des crises d'asthme, ça peut... C'est est prise en considération pour juger l'asthme. Est-ce que s'agissait-il d'un asthme grave ou pas grave? Ok, très bien. Alors la description, tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est pour vous expliquer combien c'est important d'apprendre à s'exprimer. C'est-à-dire, tu as une crise d'asthme, tu dois me dire, docteur, je tousse la nuit. Alors maintenant, on va comparer la crise d'asthme avec l'OAP. Il y a plusieurs personnes, ce qui est vraiment très méchant dans cette histoire d'asthme, c'est que malheureusement, on a toujours ce problème d'automédication. Il y a des gens qui ont un problème cardiaque, type OAP, et tout ce qui est cardiaque va retentir sur tout ce qui est pulmonaire, parce que chez nous, en médecine, on appelle un appareil cardio-pulmonaire, et on ne parle pas d'un appareil cardio-circulatoire séparément d'un appareil respiratoire. On appelle un appareil cardio-pulmonaire. Et quand on veut faire une transplantation, on ne fait pas la transplantation du cœur tout seul ou des poumons tout seul. Non, tu as un problème cardiaque qui nécessite une transplantation. On enlève tes poumons et on te fait une transplantation d'un appareil cardio-pulmonaire total. Ok? Ça, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce que nous avons une relation intime entre ce qui se passe dans le cœur et ce qui se passe dans les poumons. Parce que le sang cardiaque du cœur gauche, c'est-à-dire il est riche en nutriments, et puis il est riche en CO2, il va passer dans les poumons pour pouvoir s'oxygéner. C'est-à-dire il va éliminer le CO2 dans les poumons, et il va prendre l'oxygène des poumons, et par la suite il va repartir vers le cœur gauche, parce qu'on a un cœur droit et un cœur gauche. Voilà pourquoi, quand tu as un problème cardiaque, tu peux avoir une symptomatologie respiratoire, et ça c'est très méchant si tu optes pour une automédication. Automédication, comme son nom l'indique, c'est-à-dire tu décides de devenir médecin de toi-même. C'est-à-dire tu vois par exemple quelqu'un qui prend de la ventoline, et tu te dis, je vais prendre de la ventoline pour gérer ma crise respiratoire. Alors ça c'est très méchant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginons que tu as un OAP. Alors maintenant je pense qu'on a un peu gâté l'asthme parce que c'est le sujet principal. Je vais vous donner une description de la symptomatologie. Je vais vous donner une explication de l'OAP, œdème aigu pulmonaire. Quand tu as un OAP, tu as un problème respiratoire. Il y a quelqu'un qui va regarder tous les reels, toutes les short videos, et moi je pourrais pas te parler tranquillement dans un café tranquille. Je ne peux pas prendre mon café tranquillement parce que lui, il veut regarder toutes les vidéos. C'est ça le tiers-monde. Alors, crise d'OAP. Pourquoi c'est important de comprendre la crise d'OAP? Parce que tu peux être sujet d'un OAP et croire pendant longtemps que tu es asthmatique alors que ce n'est pas le cas. Comment puis-je mettre le diagnostic d'OAP? C'est très simple pour moi si tu es devant moi. Mais à distance, je ne pourrais même pas et je ne m'acharnerai même pas à mettre le diagnostic ou ne pas le mettre. D'accord? C'est interdit. Rappelez-vous très bien. Ah oui, un petit rappel, le faux compte qui porte mon nom et qui marchandise ou vous arnaque, marchandise les médicaments et tout, donc c'est pas moi, j'ai déjà posé les plaintes, ça m'intéresse pas, est-ce que la police va pouvoir arrêter la page ou pas? J'ai arrêté de parler en arabe,
je respecte les Arabes. Je suis arabe, je suis fière d'être arabe. Mais je ne suis pas fière de faire des vidéos et des explications en arabe dans un pays où je ne suis pas protégée sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait plusieurs années que je mets des déclarations. Et moi, je suis maintenant en danger parce qu'il y a des gens qui sont arnaqués en masse et qui me contactent et qui veulent même se venger de moi alors que j'ai rien fait. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de sécurité électronique au Maroc, on n'a pas le droit de parler en arabe sur les réseaux sociaux. Alors, OAP, qu'est-ce que tu as comme symptomatologie? Tu as une gêne respiratoire. Tu n'arrives pas à respirer. Tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as peur. Tu n'es pas asthmatique. Tu as une crise d'OAP, un problème cardiaque. Tu as beaucoup de sang, si vous voulez, de la congestion pulmonaire. Tu as des poumons qui, au lieu d'être remplis d'air, ces poumons sont remplis de sang. Les vaisseaux qui se trouvent dans les poumons sont remplis de sang et même l'augmentation, la pression qui règne est augmentée. Donc toi, les poumons vont perdre instantanément ou provisoirement leur capacité à se gonfler, à se remplir d'air. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de sang, de liquide. Les vaisseaux sont très gonflés, donc les bronches, les bronchules, les alvéoles ne peuvent pas être remplis correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument, normalement, qu'est-ce qu'on donne? On donne un traitement qui est adéquat à l'OAP. Je ne vais pas donner le traitement parce que je ne veux pas que les gens connaissent le traitement. Le traitement, c'est donné par un médecin et aux urgences. Alors, quand on donne un traitement qui va soulager les poumons ne vont plus être remplis de liquide et l'air pourra y rentrer et tu pourras reprendre ta respiration normalement. Ça se fait en général par une injection en état de crise. C'est magique, c'est spectaculaire, ok? Une fois, c'est magique, ok? Tu as l'impression que tu guéris, tu as l'impression que vraiment tu es mort et tu es revenu encore une fois, tu as survécu, ok? Tu as envie d'uriner parce que le sang qui va sortir, qui va être éliminé, va être éliminé par voie urinaire en général. Et une fois tu urines, tu es soulagé, d'accord? Mais le problème n'est pas réglé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le saturomètre, l'oxymètre de pouls, on met le saturomètre, ok, digital, et on suit l'évolution de ton niveau d'oxygène dans le sang. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que durant la crise, tu désaturais, par exemple, tu étais à 80, et après, tu as pu reprendre une saturation plus ou moins normale, supérieure à 96, ou 97, pardon. D'accord? Alors ça, c'est très 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 important à comprendre. Donc, aux urgences, vous allez avoir l'impression que si vous voyez deux personnes qui sont en état de crise respiratoire, ils ont reçu tous les deux des médicaments, tous les deux des injections et tous les deux des masques à oxygène, vous allez avoir l'impression qu'ils ont tous les deux un problème d'asthme. Alors là, je vais comparer les deux patients aux urgences pour que vous arrêtiez de traiter les gens sans avis médical. Tu as deux patients. Le premier est asthmatique. Il a reçu de la corticothérapie, une injection de corticothérapie. Le deuxième, il a un OAP. Il a reçu un diurétique. D'accord? Une injection. Donc toi, tu auras l'impression que l'infirmière a administré le même traitement. Pourquoi? Parce que ils ont tous les deux reçu la même injection. Mais c'est pas la même chose. Voilà pourquoi, en médecine, les professeurs me disent toujours, on ne traite jamais une maladie, on traite un malade. C'est-à-dire que les malades ne se ressemblent pas. Ok? Bien. Donc, deux patients aux urgences. Pour toi, ils ont tous les deux un problème d'asthme, alors que le premier a reçu une injection de corticoïdes et le deuxième, il a reçu une injection d'un diurétique. Donc, tu auras une discrète amélioration parce que le premier, il avait un problème inflammatoire. Donc, il a reçu une dose
fort, très fort anti-inflammatoire stéroïdien. Et le deuxième, il avait un problème de congestion pulmonaire. Il a reçu un bon traitement qui pourra libérer plus ou moins les poumons de cette congestion. Mais il a reçu un diurétique. Après, pour l'oxygénation, tu vas remarquer que quand on a mis le saturomètre, parce qu'il y a des gens qui se croient intelligents, il faut absolument leur dire vous n'êtes pas intelligent. Si tu étais intelligent, tu allais réussir ton bac scientifique avec une moyenne très importante et tu allais pouvoir réussir ton concours de médecine et tu allais passer 8 ans de médecine, d'études pour pouvoir être médecin. Si tu n'as pas suivi ce parcours et si tu as dans ton idée, dans ton crâne l'idée que tu es intelligent, tu es stupide. Toute personne, excusez-moi, je suis tellement étanche et j'ai pas envie de changer, mais toute personne qui ose traiter une autre personne alors qu'elle n'est pas médecin, elle est stupide. Et en plus, c'est un crime. Au Maroc, c'est un crime. Et partout dans le monde. Tu as exposé la vie des gens à un risque. Tu les as exposés au risque de décéder. Donc, tu es un criminel. Donc là, tu n'es pas intelligent. Tu es bien loin d'être intelligent. Tu observes, oui, mais qu'est-ce que tu as observé? Du n'importe quoi. Parce que l'infirmière a injecté des corticoïdes au premier, elle a injecté un diurétique pour le deuxième, et toi tu crois qu'elle a pris un corticoïde pour les deux. Pourquoi? Parce que si tu ignores quelque chose, tu ne pourras pas faire attention à quelque chose que tu ignores. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on a terminé avec les injections. On va passer au saturomètre. Le premier patient qui était asthmatique, quand on a mis le saturomètre, il était peut-être à 80. Le deuxième qui était en OAP, il était peut-être à 80. Après l'évolution, après l'injection et l'oxygénothérapie, tu mets l'oxymètre pour le premier. Pour l'asthmatique, tu vas trouver par exemple 99 vers la fin de la thérapie. Pour le deuxième patient, tu auras 99. Donc tu vas croire qu'ils sont identiques. Ils ne sont pas identiques. Ils n'ont pas la même physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme du problème de la maladie. Donc toi, puisque tu te crois intelligent, parce qu'il y a une grande différence entre être intelligent et se croire intelligent, tu vas te dire, mon Dieu, mais on a eu la même évolution. C'est-à-dire qu'ils sont identiques. C'est-à-dire que c'est très simple de prendre en charge des patients aux urgences. D'accord? Autre chose pour l'oxygénothérapie. Alors là, c'est la catastrophe parce que moi, j'ai déjà vu des scandales aux urgences où les accompagnants des patients veulent montrer à l'infirmière comment travailler ou veulent montrer au médecin de garde comment travailler. Avec un esprit sportif, je veux partager ça avec vous. Vous devez apprendre à vous taire aux urgences. D'accord? Et si vous voulez demander, vous avez tout le droit. Mais quand tu demandes quelque chose, tu dois le comprendre. Donc tu dois absolument faire un effort pour comprendre. C'est-à-dire, tu as un membre de la famille qui est asthmatique, tu as un membre de la famille qui a une maladie chronique, donc tu es obligé de faire ce qu'on appelle la lecture. Si tu ne fais pas de la lecture, tu dois te taire. Point à la ligne. Tu ne fais pas de la lecture, tu es nocif. Pourquoi tu t'es jamais donné la peine d'acheter un livre d'asthme, d'accord, pour comprendre ce qui se passe aux urgences? Pourquoi tu t'es jamais donné la peine d'acheter un livre de crise de dyspnée alors que tu as toujours des dyspnées? Cela veut dire que tu n'as pas cette culture d'apprentissage. Tu veux être intelligent sans faire un effort, tu veux connaître des choses sans faire un effort, tu veux être un savant sans faire un effort, c'est-à-dire que tu es un paresseux. Et les paresseux ne servent à rien. Ok? La vie est difficile. Tu dois faire un effort. Pardon? Allô, salam alaikum. Mashallah, Allah يسلمك. مرحبا لالا. مرحبا ما عادش بغيتي تجي. مرحبا. ماشي مشكل. صافي لالا 5 دقائق ان شاء الله.
Alors je m'excuse, je vais devoir partir. Donc pour finaliser, il y a mon cabinet qui est juste en face. Donc pour finaliser, s'il vous plaît, on va reprendre, on va faire une partie 3 où on va parler de qu'est-ce qui se passe aux urgences quand tu as une crise d'asthme. On a parlé des injections, ils ne sont pas les mêmes, OAP et asthme. On a parlé de l'oxygénothérapie, tu peux avoir l'impression que c'est la même chose. Tu as une modification ou une amélioration de la saturation, c'est la raison principale pourquoi tu es aux urgences, parce que tu n'arrives pas à respirer, parce que l'oxygène ne veut pas gagner ton cerveau, donc tu peux même tomber dans les pommes ou faire un coma hypoxémique. Pour l'oxygénothérapie, tu n'as pas le droit de manipuler même un baromètre, même le flacon, même le débit. Tu n'as pas le droit d'accéder ou de modifier le débit de l'oxygène. Pourquoi? Parce que tu risques de faire quoi? Tu risques d'éclater les branches de ton proche. Parce que les branches faibles ne doivent pas être traitées par les débits augmentés. Si tu mets par exemple 10, 11, tu peux vraiment éclater les branches de quelqu'un qui a ce qu'on appelle BPCO, un grand tabagique. Il faut faire très attention avec lui. D'accord? Donc, si vous avez remarqué, plus on fait quelque chose qu'on ignore, plus on est des ignorants. Et plus on peut devenir des criminels. Rien qu'en faisant et qu'en manipulant des choses qu'on n'a jamais appris à les manipuler, pour moi, c'est un délit. Ok? C'est comme si moi, par exemple, je me suis permise d'opérer quelqu'un qui a une appendicite. Oui, je sais faire le lavage chirurgical des mains, mais je ne peux pas opérer uniquement parce que je sais faire le lavage chirurgical. C'est illogique, ça ne pourra même pas me traverser l'esprit. D'accord? Donc, prière d'arrêter de faire des idioties. Parce que l'idiotie, c'est de voir quelque chose et de l'imiter. Tu peux même pas imiter un chef cuisinier. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a mis quelque chose que toi tu n'as pas remarqué. Pourquoi tu ne l'as pas remarqué? Parce que tu n'es pas modeste. Donc il faut avoir la modestie de demander. Et plus tu es modeste, plus tu as peur, ok? Plus tu es un brave. Tu es courageux. C'est ça le courage, c'est ça la force. La force, c'est d'avoir peur de faire quelque chose que tu ne connais pas. Ok? Très bien. Donc à la prochaine.